D'autres questions? Pourquoi vous avez voulu garder sous silence votre manuscrit avant de le montrer à votre mari? Enfin, pourquoi vous n'avez pas montré à l'autre jour? Pourquoi tu as voulu garder le silence de ton manuscrit pendant un certain temps? Parce que c'était tout de même, j'avais des notes très personnelles, ma réaction dans le camp, etc. Il fallait un peu de recul. Et j'avais écrit quelque chose qui était très très personnel. Mes sentiments, tout ça. On n'a pas toujours envie de se livrer au public trop vite. Puis après, bon, on a un peu toiletté, et puis elle dit si, il faut que ça passe le temps. Mais ça a été très long avant que j'accepte que ça passe. À chaud, comme j'avais eu des réactions de gens qui disaient ils exagèrent, etc. Mais j'ai été un peu prudente par rapport aux réactions du public. Maintenant, au contraire, il y a eu les films, il y a eu tout ça, on sait la réalité de ce que l'on a vécu. L'importance du film, de l'image, etc. a permis, nous, de libérer nos vérités, vous voyez, dans un climat qui est beaucoup plus accueillant que tout de suite après la guerre. Est-ce que vous trouvez que Valentine Gobi a bien retranscrit l'histoire du camp de Ravensbrück dans son livre? Alors, est-ce que Valentine Gobi a bien raconté finalement dans son roman ce que vous avez pu ressentir? Alors, Valentine Gobi, c'est une amie. J'ai connu Valentine Gobi avant qu'elle ait écrit La Kinderszimmer. Parce qu'elle écrivait des livres pour la jeunesse. Parce qu'après la guerre, moi je suis rentrée à la recherche scientifique et j'avais un séminaire de thèse. J'ai beaucoup étudié tous les modèles sociaux transmis à la jeunesse, etc., dont la littérature de jeunesse. C'était un de mes champs de réflexion, les livres concrets pour la jeunesse. Donc j'avais connaissé un peu Valentine Gobi. Et puis un jour, elle vient me trouver en me demandant si je serais choquée ou si j'acceptais qu'elle réécrive une fiction sur la chambre des enfants. Alors écoute, je lui dis Valentine, écoute, écris toujours et puis je reviendrai avec toi ce que j'en pense. Alors elle a écrit le manuscrit et je l'ai relu qu'il n'y ait pas de grosses erreurs, parce qu'il y a des personnages inventés, il y a de la fiction. Par exemple, le bébé accueilli à la fin, ça c'est pas réel, c'est une fiction. Mais il y a beaucoup de choses qui sont réelles. Vous voyez, et par exemple, Jean-Claude Passerin, le bébé qui a été une autre, il y a des choses qui sont vraies, et il y a des choses qui sont, je dirais, arrangées pour que ça passe en fiction. Mais vous pouvez lire, je pense que vous l'avez lu, le livre La Kinderszimmer, comme une chose qui est un peu arrangée. La femme qui raconte, c'est la mère de Sylvie. Alors c'est Madeleine Bonnet. Madeleine Bonnet, de son côté, a écrit un livre qui s'appelle « J'ai donné la vie dans un camp de la mort ». Elle-même a réécrit son histoire. Vous voyez. Alors moi j'ai tous les documents de tout ça, et le livre sur la Kinderszimmer de Valentine Gobi est tout à fait valable. Mais en sachant que la réalité absolue, pour la mère, il y a donc une femme qui a écrit cette histoire, et pour la vie des enfants de la chambre, vous avez mon livre où je décris la réalité. Mais je ne suis pas contre un peu de fiction, ça aide à passer des choses qui sont très très dures, vous voyez. Donc on a fait plusieurs fois depuis des réunions ensemble. C'est quelqu'un que Valentine que j'estime bien. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a peut-être une dernière question? Bonjour, parce que je vous dis bonjour. Est-ce que la déshumanisation totale existe? La déshumanisation Totale. que vous voulez nous imposer. Alors je vais vous dire, la déshumanisation. Il y a un état de dégradation totale de l'être humain qui a été constaté parfois dans les camps. Dans les camps d'hommes d'ailleurs, il y en a qui parlaient du musulman. Ça n'a rien à voir avec la religion, parce qu'il y a des déportés en fin de course qui se mettaient sous une couverture.
et qui sont... Il n'y a plus de conscience, ils sont complètement à bout de course. Il y a une espèce de déshumanisation, il y a la mort, l'usage total. Autrement, non, on reste humain jusque très au bout. Je me souviens, par exemple, quand notre convoi de femmes a été à Mauthausen, on avait une femme écrivain. À chaque fois, on croyait qu'elle était morte. Elle ouvrait encore un petit peu les yeux, elle avait un sourire. Elle était consciente, elle était humaine, juste avant de mourir. Il y en a qui se dégradent plus ou moins vite. Mais on reste des êtres humains, même à bout de course, tout à fait. Et alors, avec Germaine Tillot, elle avait pris des notes du corps, et c'est tout à fait autre chose. Et Germaine Tillot a écrit une opérette, je ne sais pas si vous la connaissez, qui s'appelle Le Fer-Fugba aux Enfers, qui est passé au Châtelet. Alors le soir, elle revenait avec des petites notes, des petits papiers, certes un soir, pas tout le monde, c'est très... On avait trouvé quelques petits bouts de papier, un crayon, tout ça, on ne l'avait pas. Elle racontait une scène absurde. On voyait un SS qui donnait un ordre, qui n'a pas de chance, etc. Et nous, elle nous a fait rire de nous-mêmes. Et au retour, elle a monté cela, on a monté ça en opérette, rire de soi-même, monter le côté absurde dans le camp des gens qui correspondent à rien, etc. Et ça c'est une arme pour nous de rire de soi-même, de capable de se décentrer un petit peu. Mais ça, c'est une très force de l'humain, d'être capable de regarder, de regarder, de raconter, et dire ça, c'est une fiction. On a des forces psychologiques importantes, vous voyez. Si vous voulez, si on a résisté au camp, je vous parlais de par exemple, le froid. Par les froids de ma tante, moi j'ai trouvé un truc de bouger. On n'avait pas le droit de bouger, de bouger là, il y a un plexus pour réchauffer comme ça. Bouger les doigts de pied pour pas geler. Et puis spirituellement parlant, réfléchir, se mettre en recul, et être capable de regarder ce qui se passe en jugeant. Et moi j'estime que les SS étaient beaucoup plus déshumanisés que nous. J'ai un film qui montre comment la jeunesse allemande, pendant 10 ans, est entraînée à la Hitlerjugend. On les endurcit totalement. Et je dirais, on leur perd des sentiments plus humains. J'en ai eu les deux exemples. Ils étaient plus déshumanisés que nous qui voulions nous déshumaniser. De l'infirmière qui venait contrôler les bébés, qui s'est mis à rire quand les rats ont attaqué les enfants, parce que pour elle, c'était plus des enfants, c'était des choses, des objets. Elle avait le regard vide par rapport à l'être humain, au bébé, dès l'enfance. Et puis le commandant du camp, j'étais à son procès, et à Rastatt. Et alors je l'accusais de différentes choses, et il parlait comme un échange avec moi, en me disant, vous savez, en Allemagne, les femmes souffraient, c'était très dur partout. Aussi, bon. Et puis quand j'ai parlé de cette petite fille tzigane, qui est restée esprit le ventre ouvert pour suivre la suite de son opération, je lui ai dit, c'est une chose qui est tout à fait humaine. Eh bien, j'ai vu que cet homme avait perdu le réflexe humain, il avait le regard vide. Et il m'a dit, oui, mais enfin, comprenez, c'était une tzigane. Quand un être humain est arrivé à ce regard vide total par rapport à un autre humain, je dis, il est lui-même déshumanisé. Et mon commandant du camp, Fritz Suren, était un être déshumanisé qui ne voyait plus l'humain dans l'autre. Ça, j'étais face à face avec lui. Je me rappelle toujours de sa réaction. Mais cette petite fille, vous comprenez, c'était une tzigane. Est-ce qu'une tzigane n'est pas un être humain aussi? Vous voyez, pendant 10 ans, j'ai un film sur l'endoctrinement dans la Hitlerjugend. C'est épouvantable, petit à petit. Il y a d'ailleurs un cas, cette jeunesse allemande. Ceux qui sont éliminés, il n'y a pas le physique assez pour moi. Et puis, il y en a un qui se suicide parce qu'il ne supporte pas la dureté qu'on veut lui imposer dans sa vie par rapport aux autres. Il y a même chez les Allemands, vous voyez, qui ont souffert de cet endoctrinement. Bien.
On va arriver au terme de l'entretien. Une dernière question. Merci beaucoup, tout d'abord. Vous nous avez cité les derniers vers de La mort du loup de Vigny. Et je voulais savoir si la littérature, la poésie, vous avez aidé à survivre, à garder votre dignité. Alors moi je vous réponds, est-ce que vous faites le concours de la résistance et de la représentation cette année? Je suis en train Alors, d'entendre, il y non a une collègue Oui. dans le lycée qui Oui. le fait. Oui. Oui, d'accord, oui. Ouais. Eh ben, alors, le symbole de la mort du loup, mais la poésie, moi j'aimais beaucoup la poésie, la chanson, etc. C'est ce que j'avais appris en classe, et je continue à aimer beaucoup le chant, la poésie, etc. C'est une façon de transmettre, vous voyez, la résistance. Le chant des partisans, je l'ai appris. Ouais. Le chant des marais, le chant de la déportation, je l'ai appris par une camarade d'origine polonaise dans le camp qui m'a emmené de la prison de Fresnes à Ravensbrück, dès le début. Et pour nous, le chant, c'était quelque chose d'important. Quand j'étais à la prison de la Santé, nos camarades chantaient, par exemple, il y en avait qui avaient fait la guerre d'Espagne, il y en a qui chantaient Le temps des cerises, d'autres Le passage de l'herbe. C'est très porteur, la poésie, le chant. Vous voyez. Et pour moi, c'est quelque chose de très important. Très important. C'est une expression humaine qui fait passer beaucoup de choses. Bien, eh bien, on va arriver au terme de ces 2 heures très riches. Donc, on vous remercie beaucoup d'être venu jusqu'à nous pour faire part de votre histoire. Et je pense que les élèves ont apprécié aussi ces 2 heures passées avec vous. Et moi, je vous remercie d'y avoir écouté. Ce que je souhaite, c'est que vous demeuriez constanteux, à tout ce qui est atteinte à l'être humain. Ça peut commencer la haine de l'autre près de chez vous, dans la classe, etc. Et il y a des droits fondamentaux qui sont les droits de notre République, l'attaquer de fraternité. Et puis simplement la relation chaleureuse à l'autre, l'entraide entre vous. Attention, l'exclusion, ça commence très tôt, la haine très tôt. Ça doit être complètement éliminé pour vous. J'espère que vous allez grandir dans plus de justice, plus de respect de tout être humain. Et je vous remercie d'avance.